Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Archimie. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui les liants, toujours en partenariat avec dotapea.eu et bien sûr vous retrouvez le podcast sur beaux-arts.fr. Alors les lions, grand sujet, passionnant, parce qu'ils sont à l'origine de tout. Lion plus pigment égale peinture. On est parti. Tube hors notre tube. Il est possible d'utiliser deux types de peinture. La peinture préparée, en tube, en pot, en flacon, ou la peinture à préparer, avec liant et pigment. Longtemps influencé par l'offre systématique des fabricants, le peintre débutant ou confirmé s'oriente de plus en plus vers la formule séparée, qui présente plusieurs avantages. Coût inférieur, mais aussi qualité souvent supérieure, possibilité de passer de l'huile à l'acrylique, à l'aquarelle, etc., sans devoir acheter un nouveau matériel. Possibilité de travailler un liant ou d'utiliser un pigment non industriel. Par contre, cette formule implique quelques restrictions. Le tube n'est pas né seulement parce que le broyage industriel de l'époque n'avait pas la qualité actuelle et nécessitait une intervention du peintre. Il a de réels aspects pratiques. Au XIXe siècle, l'invention du tube a permis au peintre de transporter littéralement l'atelier sur le motif. C'est encore là que réside son intérêt majeur. Comme le font toujours certains peintres contemporains, les artistes préparaient la pâte et l'injectaient eux-mêmes dans les tubes. C'est cependant l'industrialisation de ce procédé qui fut déterminante. En effet, plus tard, cet outil s'est déplacé dans l'atelier pour des raisons de temps. Préparer des couleurs soi-même était soi-disant trop long, trop difficile, point de vue excessif assez typique de la période moderne. Or, on a en effet beaucoup exagéré sur ce point. Depuis longtemps, les pigments proposés dans le commerce sont déjà très finement broyés. Il n'y a plus qu'à les mélanger au liant avec une spatule ou un autre outil, ce qui prend seulement quelques minutes. De plus, il existe des méthodes simples permettant d'accélérer la préparation de la peinture. Donc l'argument de la durée de préparation est encore valable, mais bien moins qu'il ne le fut. Passons en revue quelques procédés de préparation rapide. Auparavant, quelques notes. La première importante, à propos des mélanges. Sauf exception, il est fortement déconseillé de mélanger des pigments avant de les incorporer à un liant. Chaque pigment a son pouvoir colorant qui ne se révèle que lorsqu'il est mouillé, sur le mouillage pigmentaire. Il est presque impossible de prévoir le résultat d'un mélange opéré à sec. Deuxième note importante à propos des quantités. Les procédés exposés ci-dessous concernent des quantités relativement faibles. Nous préconisons en effet la préparation de masses de peinture en rapport avec la séance de travail et non avec la surface à traiter. Si toutefois celle-ci devait être particulièrement importante, le mélange pourrait être opéré à l'aide d'une perceuse munie d'un embout idoine réglé à la vitesse minimale, c'est-à-dire avec l'aide d'une petite machine. Première préparation avec de l'huile. Le temps de préparation d'une palette d'une douzaine de couleurs prend à peu près 10 minutes à un quart d'heure, ou davantage en fonction des surfaces et de la durée de la séance. Cette méthode a été largement exploitée par de nombreux peintres contemporains. En cas de problème, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier, bien sûr. Bon, la molette, comme nous disions tout à l'heure, la molette est un outil presque devenu inutile maintenant. Par contre, la spatule à peindre est pratiquement indispensable. Versez l'huile sur la palette en faisant plusieurs petites flaques bien espacées, autant que de couleurs à préparer. Posez le premier pigment sur la première flaque. En général, pour commencer, il suffit de couvrir généreusement la flaque en débordant un tantinet. Le laisser s'imbiber. Certains auteurs prétendent que l'imbibition doit durer une nuit. L'expérience démontre que c'est une durée incroyablement disproportionnée. Passez à l'opération suivante sans vous en inquiéter. Pour des raisons expliquées plus tard, il vaut mieux traiter en premier le blanc de titane, si vous vous servez de ce pigment. Pendant que le premier pigment s'imbibe, bien nettoyer la spatule. En la trempant dans l'essence minérale, par exemple, l'essuyer une première fois, tremper à nouveau et essuyer le plus soigneusement possible. Et passer à la couleur suivante. Répétez l'opération pour chaque pigment. Lorsque vous avez terminé, le premier pigment que vous avez traité est déjà bien imbibé d'huile. S'il ne l'est pas suffisamment, remuez-le un peu avec la spatule et laissez-lui un peu de temps supplémentaire. En respectant le même ordre, faites tour à tour chaque mélange à la spatule, sans omettre de bien nettoyer celle-ci à chaque fois. C'est très important à ce stade d'élaboration de votre peinture. Une spatule sale gâcherait les couleurs avant même que vous ayez commencé à vous en servir. Refaire le tour de vos couleurs, ajouter du pigment ou de l'huile de sorte à obtenir des pâtes ayant sensiblement la consistance de la peinture qui sort d'un tube, ou bien celle qui vous convient. À chaque fois, malaxez bien la pâte.
Si vous ajoutez du pigment, respectez un temps d'imbibition correct. Passez à la couleur suivante et attendez le tour suivant pour faire le mélange. La présence, assez rare, de grumeaux rebelles, caractéristiques du blanc de titane par exemple, implique un temps d'imbibition et des malaxages supplémentaires. C'est pour cette raison que le blanc de titane doit être traité en premier. L'erreur la plus courante est de fabriquer une pâte trop liquide. Cela peut provoquer par la suite, au séchage sur le tableau, des plissures épouvantables. De plus, le temps de cicativation est beaucoup plus long lorsque la pâte est grasse. Il faut donc spécifier qu'une pâte doit être liquéfiée après le liage et surtout pas pendant. On dilue la pâte plus tard avec une essence ou un médium et non avec une huile pure. Une bonne pâte a une certaine tenue plastique. Certaines personnes prennent beaucoup de temps pour mélanger chaque couleur parce qu'elles veulent peut-être en préparer de trop grandes quantités en une seule fois. Mais surtout parce qu'une opinion persiste, chose courante en peinture, celle selon laquelle le pigment doit être broyé par l'utilisateur final. Mais c'est totalement faux. Quant aux quantités, préparez le pigment au fur et à mesure des besoins. On a toujours trop de pâte à mettre en réserve en godet en fin de séance. Toujours. Si vous employez des quantités faibles, vous n'aurez jamais à en venir là. Protégez la palette de l'air libre, couvrir les feuilles avec des gobelets plastiques par exemple, des assiettes en carton, tout ce que vous trouverez, et elle sera prête pour le lendemain. Il vaut mieux réserver les grosses quantités pour les mélanges précieux. D'autres possibilités avec d'autres liants. Il est possible d'utiliser sensiblement la même méthode que ci-dessus avec du liant acrylique, du jaune d'œuf, une eau gommée, de la laque, etc., etc. Avec la plupart des liants en fait. Mais dans certains cas, lorsque le liant est assez épais, donc particulièrement avec les liants acryliques et vinyliques, il n'est pas inutile de diluer initialement le pigment. 5% d'eau distillée est une quantité souvent indiquée par les fabricants. On imbibe le pigment avant de verser le liant. Cette pratique, très utilisée dans le domaine industriel, pose des problèmes au peintre. Celui-ci doit rester conscient du fait que l'eau s'évaporera. La matière obtenue étant plus fluide qu'avec le pigment pur, la tendance à ajouter trop de pigment est naturelle. Quelque chose est faussé dans le jugement intuitif de la qualité de la pâte. Mais ce passage est pratiquement inévitable, sans quoi le mélange liant-pigment, trop épais, demeure grumeleux. Alors regardons maintenant le traitement typique pour l'acrylique et pour le vinyle. On ne se sert pas systématiquement d'une palette, mais de contenants comme de petits pots ou aussi des assiettes en carton où l'on mouille le pigment avec un peu d'eau, le minimum, avant de fouetter avec n'importe quel instrument que vous jugerez adapté pour détruire tout grumeau. Puis, on introduit le liant dans le mélange et l'on fouette de nouveau avec le même instrument ou bien on malaxe avec une spatule à peindre, comme dans le cas habituel de la peinture à l'huile. Les procédés à l'eau posent des problèmes de conservation, donc il est très conseillé d'utiliser de l'eau distillée et de désinfecter les contenants et les outils à l'eau de javel ou à l'alcool à brûler. De plus, il vaudra mieux éviter de tremper une brosse ou quoi que ce soit dans le pot de peinture ou de liant. Il est préférable de verser une partie du contenu de celui-ci sur une palette ou sur un autre contenant. Avec les peintures acryliques et vinyliques, il est important de tenir compte du fait que l'aspect blanchâtre apporté par le liant disparaîtra au séchage et même déjà au mouillage. La peinture sèche sera donc systématiquement plus sombre. Le procédé consistant à imbiber initialement le pigment peut être employé avec d'autres liants épais et d'autres chimies que celles de l'acrylique ou du vinyle. On substitue simplement à l'eau un diluant correspondant au liant concerné. Un cas particulier est intéressant à analyser ensemble, c'est la dispersion. Ce terme est employé abusivement, mais il fait quand même référence. Certains fabricants proposent un produit original, le pigment prédilué, dit dispersion, dans un peu d'eau distillée. Cette solution est intéressante, mais certainement pas d'un intérêt capital, car l'opération consistant à imbiber le pigment peut être réalisée, nous l'avons vu, par n'importe qui en peu de temps. Par ailleurs, le diluant eau limite la mise en œuvre des peintures aux peintures aqueuses, bien sûr. On ne peut pas faire de l'huile avec un pigment dispersé dans de l'eau. Cependant, l'idée de préparer soi-même les pigments sous forme de dispersion avec le diluant approprié n'est pas à jeter. Elle permet d'aller très vite lors de l'incorporation au liant. Mais comme nous l'avons précisé ci-dessus, la présence de diluant fausse le jugement, dans la mesure où la consistance de la pâte paraît plus liquide qu'elle ne le sera après évaporation de ce diluant. Attention donc, car cela peut pousser le peintre à incorporer de trop fortes quantités de pigments comparativement à la quantité réelle de liant. Aussi, ne conseillerons-nous pas ce procédé, sauf aux peintres déjà bien familiarisés aux produits qu'ils emploient. Alors parlons un peu de philosophie et d'avantages comparés de ces deux techniques. Des critiques souvent fondées ont opposé les peintres aux fabricants au sujet du choix de l'huile pour les couleurs en tube.
et pareillement en ce qui concerne l'aquarelle, ainsi que la gouache. Il existe plusieurs liants et adjuvants possibles pour fabriquer une gouache d'ailleurs. Les industriels ne doivent certainement pas être systématiquement blâmés, ils ont souvent cherché les solutions les plus satisfaisantes pour le peintre. Progressivement, des fabricants ont même opté pour une communication transparente. Mais certains sont revenus sur leurs décisions, on verra sur les huiles. Pourquoi? Que dire des tubes de peinture acrylique? Le fabricant devrait-il afficher les formules chimiques des complexes polymères composant les liants? Cela ne nous renseignerait guère. Notez qu'il en va de même avec les flacons de liant acrylique. À une différence près, le produit peut être testé pur. En fait, il est certain que toutes les peintures en tube posent par essence, de toute manière, le problème de la connaissance de la composition du produit, ça c'est sûr, déterminant le comportement de celui-ci, et par conséquent, l'emploi et le traitement que le peintre en fera. À la question que contient mon tube de peinture, nous ne pouvons répondre que ceci. Soit le fabricant indique lui-même la composition du tube, liant et pigments, ce qui rend possible un travail correct, sans test préalable dans le cas général, si la confiance est au rendez-vous bien sûr. Soit seule l'identité du pigment est spécifiée, c'est le cas très courant. Il faut alors s'en remettre à l'expérience à moyen ou long terme pour en savoir un peu plus sur la qualité du produit et ses propriétés, mélange, tenue à la lumière, etc. Signalons de plus que le nom du pigment en clair n'est pas toujours indiqué. De nombreux tubes n'arborent que les codes du Color Index. L'acheteur peut consulter en ligne notre nomenclature pour effectuer le décodage. Mais comment faire au moment de l'achat? Soit aucune indication n'est mentionnée, cela ne signifie pas forcément que le produit soit mauvais, il faut le tester simplement, s'appuyer sur l'expérience des autres peintres, se documenter auprès du fabricant éventuellement. Il faut toutefois se garder de dire du mal indûment du tube. Grâce à leur laboratoire, certains fabricants proposent des produits qu'un peintre ne pourrait créer en atelier et dont la qualité est irréprochable. Le procédé sans tube, lui, correspond aux avantages suivants. Une meilleure maîtrise du liant de certaines peintures, un important sujet de polémique est éliminé, le manque d'informations de la part des fabricants, bien sûr, on sait ce qu'on met dans nos tubes de peinture. L'exploration et la combinaison de plusieurs disciplines, tout simplement en changeant de liant, sans changer de pigment. Ce procédé a une valeur évidente pour la pédagogie et la recherche artistique. La préparation séparée du liant, en employant ou pas des huiles claircies, etc., jonction faite à gomme arabique, à la caséine, au jaune d'œuf, etc., 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 ouvre sur un vaste domaine culturel et créatif. Un intérêt aussi consiste au choix raisonnable des pigments. À plus bas prix pour les fonds, ils ne présentent presque jamais de qualité, aussi mauvaise que les bas de gamme peintures en tubes, flacons et pots. Les pigments sont d'origine contrôlée pour les plus importants, voire dans de rares cas recueillis et préparés par les peintres eux-mêmes. Ils peuvent aussi être associés à des liants dont aucun équivalent n'existe dans les tubes. Globalement, le coût de la peinture sans tube est globalement très inférieur, au point de rendre de nombreuses techniques abordables pour des personnes disposant d'un budget limité, ou situées dans des lieux où l'approvisionnement pose des problèmes. Une conservation beaucoup plus durable. Le pigment pur se dégrade très peu lorsqu'il est conservé à l'abri de la lumière. Parallèlement, certains liants, comme les huiles à peindre, se bonifient à mesure du temps passé en pleine lumière. À l'opposé, les tubes ont une tendance prononcée à rouiller ou à se percer. Voilà. Alors en perspective, comment conclure? Les fabricants de peinture ont voulu fournir un produit fini, prêt à peindre, et ont souvent réussi à proposer effectivement des peintures de qualité. Mais la volonté de fournir un atelier portable aux peintres itinérants a peut-être dérivé en mode. Le complètement tubulaire est un choix commercial répondant à une demande limitée, à une époque, et impliquant certaines restrictions, au détriment de notre peinture probablement plus qualitative dans l'ensemble, mais surtout plutôt plus créative. En effet, l'aspect cuisine du procédé, séparant les liants et les pigments, est séduisant à juste titre. Des cours lui sont maintenant exclusivement consacrés et sont proposés par des ateliers offrant un enseignement relativement ludique, de type méthode Martenot, dont les élèves sont généralement des amateurs. Mais combien de peintres professionnels ont commencé par là?